Bonjour. 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 Aujourd'hui, on est mercredi, le 25 avril 2012. Tiens, je vais vous faire un petit gong en commençant. C'est pas à moi, mais c'est pour l'activité qui suit Paul Baudry, qui fait de la méditation et tout ça. Vous pouvez aller voir sur le site de l'Instant Présent où je suis en ce moment, le centre L'Instant Présent, instantprésent.ca. Ici, on l'entend très très bien. Il y a des gens qui savent comment les faire chanter, les bols beaucoup plus. Moi, je ne sais pas exactement, mais vu que le bol était là, j'ai dit tiens, aujourd'hui on va l'utiliser. Ici, on entend toute la résonance. Je ne sais pas si ça passe à la caméra. Ok, alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un thème un peu spécial dont je voulais parler depuis longtemps. C'est les informations que j'ai le goût de partager pour aider les personnes qui ont des idées suicidaires, pour aider les gens qui sont en dépression profonde et en crise suicidaire. Il y a beaucoup de gens actuellement puis même depuis longtemps, qui traversent des périodes comme ça dans leur vie. On a presque tous eu certains moments dans notre vie où on s'est questionné à ce sujet-là. Pourquoi je vis? Pourquoi je continue à vivre? Qu'est-ce que c'est ma raison de vivre, mon objectif? Et dans notre société, ces crises-là, ces remises en question-là arrivent de plus en plus jeunes. Il y a des adolescents, il y a parfois même des enfants qui rentrent avec des périodes de crise suicidaire. Il y a aussi des adultes de tout âge, naturellement. Et dans les pays riches, par exemple, comme ici au Québec puis au Canada, on a un très haut taux de suicide. Ça me donne l'impression, moi, c'est comme si quand la vie matérielle est plus aisée d'une certaine façon, on est moins en survie comme dans d'autres régions, d'autres pays où ils doivent travailler très dur. Puis quand les gens doivent se battre pour survivre, parfois, ils ont comme une raison en se disant quand je vais avoir réussi à avoir certaines étapes ou tout ça, bon, ça va aller mieux. Mais ici, déjà, quand on voit que ça va relativement bien parce qu'on a une certaine base, puis malgré tout ça, on peut ressentir des malaises intérieurs, on dirait que par moments, ça donne l'impression aux gens qu'il n'y a rien pour s'en sortir parce que même si on vit dans un pays où il y a des belles conditions de vie puis qu'on sent un mal de vivre, un mal de l'âme, donc qu'est-ce qui va nous sortir de tout ça? Puis peut-être aussi qu'on est moins habitué aussi aux conditions de vie très très difficiles. Je pense entre autres à une personne que je connais, François, qui avait un beau projet de centre de paix pour Montréal. Lui aussi a vu que c'était très difficile de trouver du financement. Puis là, je sais que son projet est sur la glace. Il était parti en voyage il y a quelques années en Inde. Puis il était resté très très surpris de voir la joie de vivre des gens puis des enfants qu'il rencontrait dans l'extrême pauvreté. Parce que les gens étaient tellement pauvres et tellement en survie qu'ils s'étaient habitués à vivre avec rien. Puis finalement, c'était leur mode de vie et ils vivaient de beaux rapports humains. Et c'était des gens très, très joyeux. Puis lui, ça l'avait profondément marqué. Puis je me souviens de photos qu'il m'avait montrées de son voyage. Donc parfois, dans des endroits extrêmement pauvres, les gens peuvent être plus heureux que dans des endroits où il y a plus d'aisance matérielle. Puis aussi, si on a plus d'aisance, on a la télévision, on a les magasins, on voit tout ce qu'on pourrait acheter et parfois aussi, on n'a pas toujours la possibilité d'acheter toutes ces choses-là. Donc, il y a ça aussi, même si on a un rythme de vie ici plus riche, on traverse des périodes difficiles où c'est dur aussi de voir des gens qui ont plus d'argent, plus de liberté financière que nous, on peut avoir. Mais une des raisons les plus profondes des crises suicidaires, c'est les crises existentielles. On se demande vraiment à quoi ça rime le fait de vivre toute la vie qu'on vit avec nos difficultés, tout ce qu'on a à traverser. Moi, j'ai vécu 2 grandes crises suicidaires dans ma vie. Puis une des raisons pour laquelle je voulais enregistrer cette vidéo-là, puis pour laquelle aussi je fais beaucoup d'autres enseignements en vidéo, puis avec mes livres, c'est parce que je sais que si j'avais eu accès au genre d'informations que je partage maintenant avec les gens, quand moi j'ai eu mes grandes crises dans ma vie, je les aurais traversées beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement.
Alors, j'espère que cette vidéo-là aujourd'hui et d'autres de l'ensemble de mes vidéos pourront aider des gens à traverser plus facilement les passages difficiles qu'ils traversent. Bon, je vais vous parler un petit peu de mes 2 grandes crises, puis après ça, je vais arriver avec des pistes de solutions, des outils, des éléments pour aider. Moi, mes 2 crises, il y en a une qui était aux alentours de 17-18 ans. Ça, c'était ma crise existentielle. Entre autres, j'avais perdu mon père dans un accident de voiture quand j'avais à peu près 13 ans, et au tournant de 13-14 ans. Et j'avais vécu la dépression de ma mère. Ma mère était en dépression pendant 2 ans pour se remettre du choc du départ de mon père. Et j'ai découvert très jeune qu'est-ce que ça faisait, un départ dans une famille, une mortalité. Mais les questionnements sont venus très très jeunes, au début de mon adolescence, sur la fragilité de la vie, sur le fait que tu construis quelque chose, puis tout peut s'écrouler tout d'un coup parce qu'il y a une personne qui décède. C'était pas une maladie, c'était un accident de voiture, donc c'était très très subi. Personne n'était préparé à ça. Par contre, heureusement, on était 2 dans la voiture, moi et mon père, puis moi, j'ai pas été blessée, j'ai rien eu. Mon père a eu une fracture cervicale, puis il est mort instantanément. Moi, ça a été une expérience aussi où j'ai fait un voyage astral. J'ai sorti de mon corps à ce moment-là. Je crois que je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Au moment où il y a un impact, le corps physique est arrêté, mais le corps astral, qui est plus fluidique, lui, il peut continuer. Alors, quand la voiture a frappé l'autre véhicule, le camion, mon corps astral, lui, a été projeté, puis il a continué, puis j'ai tout vu la scène de haut. Que mon père venait de décéder subtilement, j'ai vu mon corps dans la voiture, on était comme à côté l'un sur l'autre, ça a duré quelques secondes, puis après avoir vu la scène de haut, je suis rentrée dans mon corps. Il y avait une femme qui était ici récemment, une autre personne aussi à mes activités, qui me parlait qu'elle a eu une opération il y a quelques années, puis dans l'opération, elle est sortie de son corps, puis elle a tout vu, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que les médecins se disaient à partir de son corps astral. Donc, il y a différentes personnes qui ont des expériences comme ça, puis qui voient qu'il y a quelque chose qui existe au-delà de notre corps physique. Alors moi, toute cette expérience-là, qui était le départ de mon père, et les remises en question, ce qui s'est passé avec ma mère, ma soeur qui était déjà plus vieille, qui était partie au cégep, ça m'a donné une vision du monde particulière. Puis comme j'étais aussi une fille déjà très éveillée et spirituelle, j'étais très très sensible à la souffrance qu'il y avait partout dans le monde. Puis aujourd'hui, c'est une autre raison aussi qui pousse des jeunes vers des états dépressifs et suicidaires. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe aux nouvelles, puis qu'on voit les crises qu'il y a dans différents pays, différentes régions, des choses très difficiles parfois qui se vivent sur notre belle planète, c'est dur à prendre émotivement. Il y a des gens, des jeunes et des adultes qui choisissent à un moment donné d'arrêter de regarder les nouvelles, d'arrêter de lire les journaux, et ça peut être très bien parce que c'est souvent toute une avalanche de nouvelles négatives et c'est dur de tout transformer ça. Et parfois de se couper de ça et de rester plus avec les activités courantes qu'on a, ça peut être plus léger puis plus sain pour notre vie. Alors ça, c'est un des petits outils que je peux donner, entre autres. Si vous avez trop d'informations négatives autour de vous par des gens, des journaux, des émissions, faites du ménage dans ça, puis coupez-vous le plus possible de tout ça pour revenir à une vie plus simple. Donc, c'est ça, quand moi j'avais aux alentours de 17-18 ans, puis j'ai eu cette crise suicidaire-là, pour moi, ça aurait été une espèce de suicide conscient de dire cette vie-là où on ne contrôle pas grand-chose, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, on travaille, on est en amour, puis tout d'un coup, tout peut s'arrêter. Je trouvais que ça n'avait pas un sens qui était très large, puis j'étais en questionnement, je cherchais mon âme, et je n'étais pas encore en contact avec tout l'univers multidimensionnel qui est arrivé plus tard dans ma vie. Alors, je peux comprendre une partie de la détresse de personnes qui se retrouvent dans des états comme ça et qui, eux aussi, sont en recherche d'un sens plus profond des choses, du monde, puis qui trouvent qu'il y a beaucoup d'absurdité. Quand on développe notre connaissance multidimensionnelle avec les corps d'énergie, avec les autres dimensions, les autres civilisations, nos horizons s'élargissent beaucoup et ça change énormément de choses. Mais quand notre horizon est plus étroit, à un moment donné, on trouve ça trop étroit et trop absurde, puis on peut avoir le goût d'en finir.
Moi, cette période-là, j'ai fait une entente avec ma mère et ma mère m'a fait promettre que je ne me suiciderais pas avant 21 ans. Parce que là, elle stressait, c'était difficile, puis elle savait jamais si je me déciderais de passer à l'acte. Puis, donc, j'ai fait une promesse, puis je suis très, très proche de ma mère, parce que quand mon père est parti, j'étais déjà proche d'elle, mais ça nous a rapprochés. Donc, avec mon lien fort avec elle, c'était clair que je me suiciderais pas avant 21 ans. Et il y a des événements qui se sont passés dans ma vie, et entre autres, j'ai découvert l'école gnostique à 21 ans, mais déjà, ça allait mieux. Mes horizons étaient un petit peu plus élargis, ma vision spirituelle était plus large. Quand j'ai eu 19, 20, 21 ans, j'ai connu des belles histoires en couple aussi à cette période-là. Entre autres, je salue Normand, mon amoureux de l'époque, qui est maintenant en Europe, qui est psychanalyste. Je le vois presque plus depuis des années, mais c'est une personne qui a une place très, très spéciale dans mon cœur. Alors, bon, ça a contribué à mettre de la lumière dans ma vie. Et après avoir découvert l'école gnostique, après avoir commencé à élargir mes horizons, après avoir recommencé à découvrir des mémoires à l'intérieur de moi, de mon âme, de certaines choses de mes vies passées, j'étais consciente que la réincarnation existait. Alors, une fois que quelqu'un devient conscient de la réincarnation, le suicide n'a plus le même sens parce que on sait qu'il y a des fortes probabilités que si on se donne la mort, il va se passer quelque chose dans l'au-delà, mais on va revenir à un moment donné pour continuer des expériences, pour apprendre des choses qui n'ont pas été apprises. Alors, quand je suis rentrée dans ma deuxième crise suicidaire, c'était très différent parce que j'avais déjà toute cette information-là et je savais que si je court-circuitais mes expériences actuelles, il y aurait des étapes, des épreuves, des leçons de vie que j'aurais besoin de venir reprendre. Alors là, j'avais besoin d'y penser comme il faut. Mais quand je suis rentrée dans cette crise-là, vers l'âge de 25 ans, c'était une grande période de remise en question, de confusion, et je ne me suis pas suicidée, mais j'ai eu une avalanche d'idées qui me sont venues parce que j'ai eu 3 grands deuils à faire rapidement. J'en avais parlé dans ma vidéo sur mon parcours de vie, entre autres. Le deuil d'une personne avec qui je m'étais mariée pour des mauvaises raisons, puis on venait à peine de se marier et je voulais déjà divorcer. Alors, il s'appelle Stéphane. Donc, Stéphane, si tu attrapes la vidéo à un moment donné, ça fait longtemps que je ne t'ai pas croisé aussi. J'ai même plus tes coordonnées. J'espère que nos routes vont se recroiser. On s'est complètement perdu de vue. Allô Stéphane. Donc, c'est ça. Je venais presque de me marier et je divorçais. Après ça, ça faisait 3 ans que j'étais dans le mouvement gnostique, c'était devenu une deuxième famille pour moi et je voyais que je devais laisser ce groupe spirituel-là et c'était un grand, grand ancrage dans ma vie et sans ce groupe-là, puis il y avait des mauvaises compréhensions dans le groupe, il y avait des peurs par rapport aux infradimensions, les supras, les infras, il y avait des notions qui étaient mal comprises et c'était pas évident pour moi de me sortir du groupe en gardant ce qui était bon puis en mettant de côté ce qui était mauvais, ce qui avait été déformé dans les enseignements. Alors, de sortir de ce groupe-là et de cette deuxième famille-là que j'avais, où je m'étais investie beaucoup, beaucoup de mon temps, de mon argent, des conférences que j'avais données, de mon amour, de mon groupe d'amis qui était là. Donc, je devais laisser le groupe, ma conscience me disait que je devais continuer en solo. Alors ça a été très difficile. Et en même temps, je laissais un travail que je faisais avec des gens qui étaient déficients intellectuels. Et j'avais besoin de renouveau, de faire autre chose. J'arrivais plus à me renouveler dans mon travail. Donc, je laissais mon travail. Donc, les 3 crises, arrêter le travail, arrêter mon groupe spirituel, arrêter mon mariage, les 3 ensemble, j'étais toute en remue-ménage. Et je me cherchais, je ne savais plus où était ma place, qu'est-ce que je ferais comme travail, vers qui j'irais pour partager mon chemin spirituel, réapprivoiser tout mon célibat. J'étais dans une grande, grande, grande confusion, puis beaucoup d'idées suicidaires me sont venues, mais c'était à ce moment-là, c'était spécial, c'était des idées suicidaires comme de compassion en lien avec ma mère. Parce que à ce moment-là, j'avais presque plus d'argent, j'étais presque plus fonctionnelle, j'étais arrêtée, il n'y avait plus rien qui marchait, j'étais vraiment stagnante dans ma vie pendant quelques mois. Et ma mère m'a réhébergée chez elle pour que je fasse le point, puis je me trouvais tellement un poids, j'avais tellement l'impression que j'apportais plus rien, qu'il n'y avait plus rien qui marchait dans ma vie,
j'avais l'impression que tout dégringolait, puis j'avais comme des pertes de mémoire à ce moment-là, à force que je cherchais, puis que je me questionnais, puis qu'il n'y avait rien qui débloquait. Alors j'avais peur de dégénérer de plus en plus, puis que ma mère elle s'occupait de moi tout le temps, puis que je devienne un poids pour le reste de mes jours. Alors c'était aussi des idées suicidaires parce que j'acceptais pas ma condition, puis j'acceptais pas ce que ça donnait dans ma famille, avec ma mère, avec ma sœur, qui m'avait aidé aussi, ma sœur, pour vider mon appartement. Toute cette crise-là, cette turbulence-là. Donc, c'était spécial aussi. C'était une énergie en lien avec l'amour que j'avais de mes proches, puis que j'acceptais pas d'être un poids pour eux. Alors que dans le fond, avec le temps, quand on est plus patient, on réalise qu'on sort d'une étape, puis après ça, la vie continue, puis on se reprend en main. Ça arrive, il y a beaucoup de gens qui vivent des périodes difficiles, qui ont besoin d'être aidés, puis après ça, les choses vont mieux. Mais j'étais jeune, à ce moment-là, j'avais 25 ans, et j'en ai 44 maintenant, donc il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Fait que, en tout cas, j'ai traversé ces étapes-là. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'entends parler de gens qui sont très dépressifs et qui sont suicidaires, il y a une fibre en moi qui résonne très fort parce qu'il y a une partie de moi qui sait un peu ce qu'ils vivent. Chaque personne est unique, mais quand même, il y a des ressemblances à travers certaines de nos difficultés. Puis en même temps, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que je l'ai vécu. J'ai traversé ça, je suis passée à autre chose, je sais que la vie peut continuer. Donc, ça ne me fait pas peur, par exemple, quand je rencontre des gens qui me partagent ça, parce que je sais qu'eux autres aussi peuvent traverser cette étape-là. En même temps, je sais que c'est une période dangereuse, c'est une période fragile, parce qu'il y en a qui passent à l'acte, vraiment. Mais si on se donne du temps, si on est patient, il y a moyen d'avoir des nouvelles énergies qui vont se placer, des nouvelles rencontres, des nouvelles informations. Puis avec la patience, les choses se transforment et on arrive à sortir de notre crise. Moi, une des choses qui m'a aidée aussi dans la deuxième époque, quand j'ai eu 25 ans, je me suis retrouvée à l'hôpital en psychiatrie pour être protégée parce qu'on est surveillé puis qu'on ne peut pas sortir n'importe quand. Donc, ça sécurisait ma mère. Alors, c'est un outil aussi que je donne aux gens si vous sentez que vous en avez besoin puis que vous avez besoin de tout laisser tomber, le travail, la famille, les responsabilités, puis d'aller faire le point vraiment à l'hôpital, bien, prenez les services qui sont offerts dans nos hôpitaux, puis allez pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, si vous en avez besoin, dans un service psychiatrique et essayez autant que possible de faire une entente pour ne pas prendre de médicaments, dire que vous avez besoin d'un temps d'arrêt ou les médicaments les moins forts possibles parce que ce n'est pas les médicaments qui vont régler le problème. C'est un nettoyage, un ménage qu'on a besoin de faire dans notre orientation, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre vision des choses, de la vie, de nous-mêmes. Et moi, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, le séjour que j'avais fait d'1 mois en psychiatrie, je mettais les médicaments en dessous de ma langue, puis je les recrachais ensuite parce que je savais que ça ne m'aiderait pas, puis j'en avais pris quelques-uns, puis je voyais déjà les effets secondaires qui étaient néfastes sur mon corps. Alors, la solution, c'est évident que ce n'est pas les médicaments. Bien qu'en grande urgence, il y a des types de tranquillisants et tout ça qui peuvent aider, mais autant que possible, je suggère plus des moyens psychologiques, des thérapies, l'art-thérapie, la thérapie par la parole, les thérapies de groupe, les thérapies spirituelles, toutes les approches qui nous font changer notre façon de voir les choses. Ça va beaucoup plus loin, ça nous aide beaucoup plus profondément. Je me souviens aussi à quel point, quand on est dans une crise suicidaire, on ne voit pas comment ça va s'arrêter. Je me souviens de moments où ma mère venait discuter avec moi, on allait à la cafétéria de l'hôpital, puis elle me parlait, elle me racontait ce qu'elle vivait, elle me demandait ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis je me souviens que j'étais comme dans un tunnel, puis je voyais pas la fin, je voyais pas le bout, tout était noir, parce que je comprenais pas qu'est-ce qui débloquerait, puis comment je me retrouverais, comment je me réalignerais, comment je retrouverais ma joie, puis mon enthousiasme. Et c'est vraiment des perceptions où tout se referme dans notre vision, dans notre compréhension. Et quand on arrive à en sortir, puis que la lumière revient, puis que l'espoir revient, puis que les projections dans le futur reviennent, puis qu'un alignement vers le meilleur émerge, c'est tout un nouveau monde qui émerge. Donc ça aussi, je suis très consciente de ça, qu'à quel point, quand on est dans notre crise, tout semble noir,
Et quand on commence à en sortir, il y a des bribes de lumière, de joie, d'espoir qui reviennent, puis le chemin s'éclaircit de plus en plus. J'aimerais vous parler aussi de certaines ressources en film et en livre que je trouve extraordinaires et qui peuvent beaucoup aider notre changement de compréhension du monde. Un film, entre autres, qui est très peu connu, et je ne sais pas pourquoi il ne le repasse pas à la télévision. Je ne sais même pas par quel chemin on peut l'avoir actuellement, mais c'est tellement un beau film. Ça s'appelle Rendez-vous au paradis. J'ai fait une petite recherche sur Google ce matin, justement, pour le retrouver, et j'ai vu que c'était sorti en 91. C'est Meryl Streep qui était l'actrice principale, et c'était Albert Brooks, ou Albert Brooks, parce que je pense que c'est un Américain, on doit bien dire Albert, qui était le scénariste, le réalisateur et l'acteur masculin principal. Et ce film-là, c'est une histoire où, je dis Albert, mais il ne s'appelait pas Albert dans le film, je ne me souviens pas du nom de son personnage, il y a un accident, il désincarne, il se retrouve dans l'au-delà. Et je ne sais pas d'où sont venues ces inspirations, mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se passe vraiment dans les dimensions de l'au-delà. Alors c'est très très beau pour dépeindre un peu le plan astral. Et on voit que quand il arrive dans l'au-delà, il est accueilli par des êtres qui l'aident, ils ont de la bonne nourriture, il peut bien manger, bien dormir, il a des belles chambres où il se repose, tout ça. Mais il y a tout un processus avec des guides où il doit faire l'évaluation de sa vie, puis voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis il y a des projections de tout son champ mental sur des grands écrans où il peut voir sa vie, puis où les guides peuvent le voir. Alors c'est des choses qui existent dans les mondes subtils. On ne peut pas faire ça, projeter notre plan mental ici sur le plan physique, mais dans les plans subtils, c'est possible de faire ça. Alors, il y a des pans du film où il revoit des séquences de sa vie, puis que sa conscience embarque pour voir quel choix il a fait, comment il aurait pu choisir autrement. Alors, c'est très, très bon pour le développement de notre conscience. Et à travers tout ça, il rencontre Meryl Streep, qui s'appelle Julia, je crois, de son personnage. Et j'allais dire, ils tombent en amour, mais dans le fond, c'est qu'ils montent en amour ensemble. Et là, tous les deux, par l'au-delà, il y a la possibilité d'avoir un destin semblable ou différent, dépendamment de leur énergie, de leur conscience, parce que c'est toujours notre état qui va nous prédisposer à d'autres expériences, à d'autres rencontres. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on intègre, tout ce qu'on transforme, nous rouvre des nouvelles portes. Et dans l'au-delà, c'est la même chose. Alors, au moment où il monte en amour avec cette femme-là, il souhaite pouvoir cheminer avec elle dans l'au-delà, et s'il y a réincarnation, de préparer des choses, puis pour la connaître sur le plan physique de la Terre. Mais là, il voit qu'elle a fait des choix de conscience différents de lui, et c'est toute l'histoire de qu'est-ce qui se passe, elle, où est-ce qu'elle va aller avec ses choix de conscience, lui, où est-ce qu'il va se retrouver, comment la suite de sa vie va se déployer. Alors, c'est un bien, bien beau film qui parle de la suite des choses. Donc, Rendez-vous au paradis, je vous suggère vivement ce film-là. Ensuite, il y a le film Au-delà de nos rêves, avec, comment il s'appelle? Robin Williams. En gros, ce film-là, c'est une histoire où un couple, ils perdent leurs deux enfants. Et c'est pas facile de perdre leurs deux enfants. Je pense que c'est dans un accident aussi. Et 4 ans plus tard, le mari a aussi un accident et désincarne, et la femme se retrouve toute seule. Donc, peu avant, elle a perdu ses enfants, et là, elle perd son mari. Donc, toute sa famille est disparue, sa famille proche, et elle entre en dépression profonde. Et dans le film, on voit à quel point, avec nos états intérieurs, on sombre dans des mondes intérieurs, puis elle va dans ce qu'on peut appeler les enfers de la Terre, les infradimensions, avec des vibrations très, très lourdes, très grises, très brunes, très noires. Donc, il existe des paliers vibratoires en allant plus haut, en allant plus bas. Les gens qui font des Near-Death Experience, qui vont au seuil de la mort, parfois, si vous faites des recherches sur YouTube, mettez ces thèmes-là, Near-Death Experience, expérience au seuil de la mort, vous allez trouver des témoignages de vidéos, des gens qui sont allés dans l'au-delà, des gens qui vont dans des supradimensions, des infradimensions. Dépendamment de nos états intérieurs, on se retrouve à toutes sortes d'endroits. Mais ce qui est bon, c'est de savoir que quand nos états intérieurs changent, on peut changer d'endroit, de lieu, de rencontre qu'on fait. Alors, dans ce film-là, on voit son mari qui est dans l'au-delà avec ses guides de lumière, avec ses enfants aussi qu'il retrouve.
par moment, parce que leur chemin continue et ils ne sont pas toujours ensemble, c'est des petits moments où ils se rencontrent, mais on voit qu'il est très préoccupé par sa femme qui est toujours sur le plan physique et qui est en dépression profonde et il cherche comment l'aider, Alors, ça dépeint ce qui se passe dans notre voyage de conscience quand on sombre dans la dépression, quand on est dans des états plus de bien-être ou de joie, comment les horizons s'ouvrent ou se ferment. C'est un très très beau film qui montre comment nos rêves, notre imagination, notre monde intérieur rouvrent et ferment des portes et comment les êtres essaient de s'entraider de différentes façons, souvent sans qu'on le sache. Alors, au-delà de nos rêves, c'est un très beau film. Un autre qui est sorti plus récemment, je crois que ça fait 1 an et quelques, ça s'appelle Notre demeure et celui-là, je sais qu'il est disponible sur Internet. C'est une traduction, je ne me souviens pas de la version espagnole, je pense originelle ou brésilienne. Ça vient d'un homme qui a écrit l'histoire parce que c'est un médium, un grand médium qui a écrit beaucoup de livres avant de désincarner, parce que je ne sais pas en quelle année exactement, ça fait pas très longtemps qu'il est mort, qu'il est désincarné. Et lui, il est en contact avec des êtres des autres dimensions, puis il recevait des enseignements, il recevait des messages. Et un de ses livres, qui s'appelait Notre demeure, a été mis en film. Alors ça aussi, c'est très très beau. Bon, ça dépeint une partie du lien de la Terre avec l'au-delà. C'est beaucoup plus vaste que ça, parce qu'on voit des gens qui travaillent très très fort. Puis bon, on ne travaille pas toujours aussi fort quand on va dans l'au-delà. Il y a des périodes de vacances, il y a des différents lieux, il y a des lieux d'apprentissage, des lieux de loisirs. Mais dans le film, on voit beaucoup là où les gens travaillent pour s'entraider. On voit aussi des gens qui étudient dans des bâtiments qui sont magnifiques aussi dans les sphères plus lumineuses. Mais ça montre, entre autres, la continuité de conscience, encore une fois. Les états dans lesquels on est, où est-ce qu'on se retrouve, l'aide qu'on peut recevoir, c'est les gens qui sont malades, les gens qui vivent dans des guerres et qui se retrouvent dans l'au-delà, le service humanitaire que font plein d'aides d'autres plans pour aider des gens qui arrivent dans l'au-delà, qui ont besoin de soins, des gens qui sont sur la Terre, des gens qui essaient d'influencer les êtres comme nous qui sont incarnés. Et dans le film, avec tous les trucages, on voit bien quand il y a un être qui vient puis qui essaie d'inspirer ou qui regarde qu'est-ce qui se passe dans la vie de personnes qu'il connaît. Donc, c'est ça, notre demeure, ça montre notre demeure dans le sens qu'on vient des plans de lumière, mais en même temps, à quel point on vit des séjours-là, puis qu'on revient, on voit certaines familles d'âmes et certains qui se préparent pour se réincarner. Donc les séparations, il y a des séparations quand il y a des gens meurent à partir d'ici, mais il y a des séparations quand les gens sont dans l'au-delà puis se séparent parce qu'il y en a qui sont prêts pour vivre une nouvelle incarnation, un nouveau bout de voyage sur le plan physique. Alors, c'est une autre belle représentation de toutes sortes de choses qui se passent entre ici et l'au-delà. Alors, c'est un film que je suggère aussi. Une chose que j'aimerais dire aussi, c'est que des fois, on perd la notion d'à quel point notre vie elle est précieuse ici, d'autant plus aussi quand on élargit nos horizons puis qu'on découvre qu'il y a des belles choses qui peuvent être vécues dans l'au-delà. Pour certaines personnes, ça peut quasiment même les inviter plus au suicide parce que ces personnes-là vont se dire, ben, si la vie continue, puis tout ça, moi je vais laisser cette vie-ci, puis je vais continuer ailleurs. Mais on ne comprend pas bien tout ce qui est en jeu, puis tous les liens avec les âmes qu'on est supposé de rencontrer ici, puis les timings, puis les préparations de voyage pour l'au-delà, pour ici. Alors quand on court-circuite un plan de vie, il y a plein de choses qui sont court-circuitées ici, puis dans l'au-delà, puis des fois il y a des périodes d'attente, puis des ajustements. Alors, c'est vraiment pas simple de tout ce qui découle comme conséquence de tout ça. Et on n'est pas conscient aussi, des fois, quand on vit des difficultés ici avec notre monde physique, d'à quel point il y a beaucoup d'âmes qui souhaitent s'incarner à notre époque très, très spéciale, avec toutes les découvertes qui se font au niveau technologique, au niveau scientifique, au niveau spirituel, ésotérique. On est dans une époque où il fourmille de choses, d'informations. C'est un monde très, très riche en ce moment sur la Terre. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont dans l'au-delà, sur le plan astral, mental, causal, qui se préparent et qui cherchent à s'incarner, puis qui cherchent des bonnes opportunités, des bonnes familles. Et c'est pas toujours facile, parce que comme on vit toutes sortes de contextes difficiles, les situations familiales sont difficiles.
Il y a beaucoup d'avortements aussi, beaucoup de couples ne gardent pas les bébés ou de femmes choisissent de ne pas garder leur bébé. Alors il y a des âmes qui sont en préparation pour l'incarnation et finalement il y a avortement et toute la préparation est court-circuitée. Donc il y a des milliers et des milliers, on pourrait dire des millions d'âmes qui se préparent en ce moment pour s'incarner et quand on a la possibilité d'avoir un ancrage avec la Terre, puis de vivre plein d'apprentissages ici, puis d'amener notre lumière, puis de pouvoir transformer le plan physique, c'est des opportunités exceptionnelles que parfois on peut attendre pendant des dizaines d'années, parfois des centaines d'années, avant que toute la conjoncture de ce qu'on a besoin vraiment se mette en place avec les gens, le pays, la famille, tout ce qu'on cherche. Alors, quand on est plus dépressif, on n'a pas conscience de toute l'énergie qui était derrière notre incarnation et tout le plan de vie qu'on avait, ce qu'on est appelé à faire, puis que là, peut-être on ne voit pas parce qu'on est trop négatif, puis on ne voit pas bien comment on pourrait amener nos talents. Alors, je le dis comme ça là, rapidement, mais c'est vraiment une grande aventure de s'incarner ou de désincarner. Puis, je souhaite que les gens ne prennent pas ça à la légère parce qu'il y a des conséquences à tout ça qui se répercutent des fois pendant de nombreuses années, puis ça peut être pendant des siècles. Il y a un livre aussi qui est très beau pour montrer quand même qu'on peut se réajuster à travers tous les choix de vie qu'on fait, puis même à travers les choix de suicide. Il y a un livre qui a été écrit par Anne Givaudan qui s'appelle « La rupture de contrat ». Son site, c'est sois.fr. La rupture de contrat, c'est des âmes qui, sans en avoir conscience, rompent leur contrat d'incarnation et le projet qu'ils avaient choisi pour leur incarnation. Et ce livre-là, c'est qu'Anne, elle a la capacité à sortir en astral à volonté et elle est allée rencontrer plusieurs personnes qui, au moment où elle les a rencontrées, qui étaient dans le plan astral, en préparation pour une nouvelle incarnation. Mais ce qui était spécial dans la vie de ces âmes-là, c'est que c'est des âmes qui avaient connu le suicide, qui étaient revenues dans l'au-delà, qui avaient fait un certain parcours et qui avaient refait la vie suivante pour apprendre certaines leçons qui avaient été refusées dans la vie d'avant, là où il y avait eu le suicide. Donc, elle se trouve à rencontrer ces âmes-là après 2 incarnations, celle du suicide et celle de la réparation après le suicide. Donc, les âmes peuvent expliquer dans quel contexte ils sont retrouvés, puis qui ont perdu tout espoir, puis qui ont baissé les bras, puis qui se sont suicidés. Et après ça, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont eu comme vie, entre autres, pour réparer. Et j'ai trouvé récemment, entre autres, une petite vidéo de Anne Givaudan, vous pouvez la trouver sur YouTube aussi, il y a des vidéos de elle. Et il y en a un petit qui parlait de son livre « La rupture de contrat », je pense que c'était 10 minutes. Et elle parlait d'un des hommes qu'elle avait rencontré dans l'au-delà, puis le témoignage est dans son livre. Et c'était relié, entre autres, à une belle histoire d'un homme qui avait été faire la guerre du Vietnam, puis qui était obsédé à son retour par toutes les images de mort des personnes qui avaient tué et qui n'arrivaient pas à vivre avec ça et qui avaient choisi de se suicider. Et dans la vie d'après, où il est venu pour réparer, puis continuer, puis avoir un autre plan qu'une vie de soldat à tuer des gens, son plan de vie était d'être pompier. Et dans sa vie de pompier, il a sauvé autant d'âmes qu'il en avait tué dans sa vie d'avant. Et son incarnation s'est terminée comme pompier lors des chutes des tours de New York. Et à ce moment-là, il s'est trouvé à sauver une femme qui, quand il l'a comme reconnue au niveau de l'âme, sans que ça soit très clair, c'était une Vietnamienne qui avait tué dans une autre vie, et là, il lui sauvait la vie. Alors, les deux s'étaient réincarnés dans un autre contexte, dans une autre ville où leurs âmes s'étaient retrouvées. Je l'ai dit, là, puis pouf, il me vient plein de frissons. Donc, on a comme je dis, comme ça, des contrats d'entraide et de réparation et avec les âmes qu'on est appelés à rencontrer, soit nos frères et sœurs, soit nos parents, soit des gens autour de nous dans notre milieu de travail, nos amis. Alors, il y a toutes sortes de plans, justement, pour tranquilliser notre âme face à tout ce qui s'est vécu.
Bon, donc ce livre-là, c'est un très très beau livre, Rupture de contrat. Un autre livre aussi, Terre d'émeraude. Terre d'émeraude, c'était autrefois le conjoint de Anne, Daniel Muroy. Ils ont écrit beaucoup de livres, Muroy-Givaudan, les Muroy-Givaudan ensemble. Ça, c'est sur le site muroygivaudan.com. Le livre Terre d'émeraude avait été mis en bande dessinée autrefois, c'était magnifique, mais je crois qu'il est plus réédité en bande dessinée. Et tout ça raconte aussi la vie dans l'au-delà. Et Anne et Daniel ont été guidés par leur guide de lumière, puis ils accompagnent certaines âmes qui désincarnent, une femme qui était âgée qui désincarne, un homme qui a un accident avec son camion, ce qui se passe au moment où ils désincarnent, ceux qui sont plus athées, ceux qui sont plus spirituels, qu'est-ce qui se passe, où il s'en va, comment ils sont accueillis, ceux qui refusent l'aide, ceux qui l'acceptent. Alors, c'est très beau. Puis après ça, on voit différents lieux commencer dans l'au-delà, puis on voit comment des âmes se préparent pour choisir une prochaine incarnation quand ils sont prêts. Aussi, dans l'au-delà, il y a une façon de bien utiliser notre temps, puis il y a une façon de perdre notre temps. Puis souvent, les âmes vont perdre beaucoup de temps dans l'au-delà, dans le sens que les fuites sont très, très possibles. On n'a pas toujours les mêmes contraintes. Et quand on décide de fuir, on peut fuir énormément par plein de chemins. Et dans l'astral et les autres dimensions, on peut se déplacer par le vol plané, on n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin d'un véhicule. Alors, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on part en volant, on s'en va à une autre adresse, à un autre lieu. Donc, dans les plans subtils, les lois énergétiques sont différentes. Et une âme qui ne veut pas faire face à ce qu'elle a à apprendre pour se développer, puis pouvoir accès plus tard à monter dans d'autres plans vibratoires, il y a la possibilité de refuser vraiment certains apprentissages. Et quand on s'incarne, on peut plus faire les apprentissages qu'on a à faire par moment, pas toujours, mais parce que on a des contraintes, puis on ne peut pas fuir de la même façon. Nos contraintes au niveau du déplacement, au niveau de l'habitation, au niveau de la nourriture, au niveau de l'argent, ça nous pousse à stabiliser certaines choses, puis tout le rythme est plus lent pour s'organiser, se déplacer. Et à cause de tout ça, des fois, on apprend des leçons de vie qu'on n'arrive pas à apprendre dans l'au-delà. Donc, au niveau de notre âme, par rapport au fait de se développer, de mûrir, de maturer, de devenir des êtres plus conscients, plus créateurs, de développer des capacités, des talents, des forces, de l'amour, souvent il y a beaucoup plus de choses qui vont se développer quand on est incarné sur le plan physique avec tous les challenges qu'on a, tous les défis qu'on rencontre, en comparaison d'une vie parfois plus de vacances qu'on rencontre dans l'au-delà. Mais comme je disais, pour pouvoir monter à d'autres plans et d'autres plans, il faut intégrer des nouvelles choses dans notre conscience. Et pour ça, il y a des gens qui arrivent à cheminer dans l'au-delà et d'autres fois, on revient s'incarner pour faire des pas de géant et pouvoir avoir accès à d'autres sphères. Il y a un autre livre aussi dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié de noter le titre. Il me semble qu'il y a Heaven dedans. Je ne me souviens pas. En tout cas, je vais le marquer dans la description en dessous de ma vidéo. Ça, c'est intéressant, entre autres, parce que c'est quelqu'un qui a été un étudiant des maîtres d'ascension pendant plusieurs années sur le plan physique, qui est désincarné et qui a eu une dispensation spéciale pour entrer en communication télépathiquement avec sa femme, qui est encore incarnée, aussi étudiante des maîtres d'ascension, pour lui dire, en tant qu'étudiant des maîtres d'ascension, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est capable de vérifier, qu'il n'était pas capable de vérifier alors qu'il était étudiant, mais sur le plan physique. Alors, c'est très intéressant dans ce sens-là pour tous les gens qui se préparent au parcours de l'ascension, puis au parcours pour apprendre à se libérer définitivement de la réincarnation par un chemin spirituel conscient. Bon, donc ça, je vous marquerai le lien, je marquerai en parenthèse, relié au parcours d'ascension. Je ne me souviens plus du titre, mais je me souviens, entre autres, je peux vous donner 2-3 éléments du livre, un des éléments, bon, comme cet étudiant-là aimait beaucoup Saint-Germain, qui a donné beaucoup d'enseignements en tant que maître ascensionné, il s'est retrouvé dans l'au-delà à avoir la possibilité d'aller dans la retraite éthérique, sur le plan éthérique du maître Saint-Germain. Donc, il a continué à cheminer avec le maître Saint-Germain et beaucoup d'autres maîtres et étudiants qui étaient dans sa retraite. Alors,
C'était un grand bonheur pour lui d'avoir la suite de certaines étapes ici et dans l'au-delà. Et une des choses aussi que je trouvais belle, qui a expliqué dans le livre, à travers tout ce qu'il expliquait à sa femme, il disait que quand les âmes arrivent dans l'au-delà, on a plein de choix possibles. Mais entre autres, il y a deux grands choix qui s'offrent à nous à un moment donné, qui est plus des parcours de vacances, puis plus un parcours pour continuer d'évoluer spirituellement. Et la majorité des âmes choisissent les vacances. Et les vacances qui s'éternisent, ça fait en sorte qu'à un moment donné, l'esprit divin qui est à l'origine de l'âme va pousser l'âme à prendre des décisions pour se réincarner, parce que ça devient comme le seul chemin par l'incarnation pour que l'âme continue ses apprentissages, parce qu'elle reste un peu comme en vacances trop longtemps. Et elle stagne un petit peu comme dans son énergie, elle commence à se réendormir dans sa conscience, si on peut dire. Et l'autre chemin, c'est d'être dans l'au-delà, mais d'accepter d'être guidé par des maîtres spirituels et par des maîtres ascensionnés idéalement, parce que les maîtres ascensionnés sont déjà au-delà du plan astral, du plan mental. Ils sont dans la dimension éthérique, puis souvent ils ont accès aux autres plans, causal, psychique, atmique. Alors, les maîtres ascensionnés dépassent le nouveau moyen où se trouve sur le plan astral la majorité des âmes qui les incarnent. Donc, ils peuvent vraiment tirer vers le haut les étudiants et pour certains, les guider vers un parcours profond et à partir de là, pour plus qu'il y ait besoin de se réincarner. Mais peu d'âmes choisissent ça. Donc, je le dis comme ça, si jamais ça vous reste, si pour X raison vous retrouviez à désincarner, après avoir vécu toutes sortes de choses dans l'au-delà, cherchez les maîtres spirituels, cherchez les vrais maîtres spirituels, cherchez les vrais maîtres ascensionnés. Demandez à ce qu'il vous soit donné des preuves qui sont véritablement dans l'énergie christique, que ce ne sont pas des usurpateurs d'identité. Et demandez à aller dans les retraites éthériques des maîtres ascensionnés pour pouvoir continuer votre chemin spirituel dans l'au-delà. Bon. C'est un petit peu comme ici sur le plan physique. Hein? Il existe beaucoup de choses sur le plan physique, mais on n'est pas conscient de tout ce qui existe. On ne prend pas nécessairement toujours les moyens d'apprendre aussi les nouvelles choses qui existent. Donc, il existe différentes écoles, il existe différentes librairies, différents livres, différents professeurs, différents types de restaurants, différents lieux de voyage, différentes inventions. Il y a plein de choses qu'on n'est pas conscient de tout. Et dans les autres dimensions, c'est la même chose. C'est très vaste et il y a beaucoup de possibilités. Et dépendamment de notre ouverture, de notre conscience, on va aller vers des choses qui vont nous donner plus de possibilités ou des chemins qui vont être plus étroits, un peu comme ici sur le plan physique. Plus on se referme, plus notre jardin va être étroit, plus on cherche, on se questionne, on est à la découverte, on est curieux, plus on a la possibilité de découvrir des nouvelles choses. Un autre élément aussi que je voulais partager, quand je dis que cette vidéo-là pourra peut-être aider certaines personnes qui sont suicidaires, j'aimerais aussi dire quelque chose qui est peu commun dans la vision du suicide. Ce que j'aimerais dire, c'est que il n'y a pas juste les gens qui vivent une grosse crise suicidaire puis qui peuvent passer à l'acte en se suicidant qui sont suicidaires. Toutes les personnes en général qui vieillissent et dépérissent et meurent sont des suicidaires à petit feu. Parce que notre destin, c'est d'ascensionner ou de devenir des maîtres qui s'immortalisent. Alors, on a la possibilité d'apprendre à ne plus dépérir, à ne pas laisser notre énergie fuir de toutes sortes de façons, au niveau de nos activités, au niveau de notre sexualité, de notre émotivité, de notre pensée, de notre créativité, de notre spiritualité. On peut tous apprendre à se recharger en énergie, à s'harmoniser, à mettre plein d'intelligence et d'amour dans nos choix, dans nos activités, dans nos relations. Donc, quand on ne fait pas ça, c'est que dans le fond, on fait l'autre choix. On fait le choix de laisser davantage notre énergie aller et se perdre, et ça nous donne davantage de perte énergétique, de vieillissement, de dépérissement. Alors, d'une façon un petit peu marginale, on peut dire que toute forme de mort est un suicide à petit feu. Que quelqu'un s'est laissé suffisamment aller sans prendre en main tout son parcours d'auto-guérison,
de spiritualité, d'ascension. Donc, si la personne laisse ça de côté, elle va comme vieillir plus normalement et elle va mourir. Mais on peut avoir un autre parcours que ça, si on veut, si on cherche, si on apprend puis qu'on développe d'autres façons de vivre. Alors, ma vision du suicide, pour moi, c'est beaucoup plus large que ce que les gens en pensent habituellement. Je vais aller chercher un petit papier où j'avais pris quelques notes pour les références, juste pour ne pas en oublier. Ah oui, j'en avais un autre livre aussi très intéressant. Un autre corps pour mon âme, de Michael Newton. Un autre corps pour mon âme, ça c'est un thérapeute qui a aidé beaucoup de gens avec une approche d'hypnose douce, juste pour aider les gens à relaxer et à rentrer en contact avec leur mémoire, leur bagage. Et dans le livre Un autre corps pour mon âme, il raconte des histoires avec l'autorisation de ses patients, les gens qu'il y a eu en thérapie. Et c'était des gens qui, au lieu de juste reculer dans leur vie présente ou reculer dans une vie passée, ils se trouvaient à reculer dans l'entre-deux-vie. Alors, c'est tout un livre qui raconte des témoignages de l'entre-deux-vie. Alors, ça aussi, c'est de toute beauté. Et on voit justement les âmes plus jeunes, plus vieilles, les groupes d'âmes, les gens qui aident les âmes, les différentes opportunités qui existent dans l'au-delà, et ceux aussi qui vont se préparer pour se réincarner. Donc, un autre corps pour mon âme, c'est comme quoi que fondamentalement, on est une âme, mais on a la possibilité d'avoir plusieurs corps, plusieurs incarnations. Alors lui, au départ, il est un thérapeute conventionnel qui ne connaissait rien de la réincarnation, et que ces gens, en thérapie, basculaient dans des incarnations passées à travers leur mémoire, et à un moment donné, basculaient dans entre-deux-vies. Et là, il s'est ouvert à tout ça, puis il y a eu des milliers de témoignages. Il a formé une école, il a formé des thérapeutes. Donc, je mettrai le lien aussi. Il y a un lien pour tout je ne me souviens pas comment ça s'appelle, son site web, mais c'est ça, on peut prendre des informations, on peut être mis au courant de toutes ces publications et d'avoir accès à des thérapeutes qui guident les gens dans plein de pays. Je sais qu'à Montréal, au Québec, il y en a deux, il y en a un, entre autres, qui est inspiré de cette approche-là aussi, puis qui fait des approches par Skype. Il n'a même pas besoin d'être en personne, juste le contact par Skype, il fait toute la guidance, il guide la personne. Fait que ça, je trouve que c'est extraordinaire aussi. Je sais qu'il y a un lien que j'ai mis sur ça, là où je parle des régressions de vie, de tout ce qui est régression, et entre autres de certaines techniques avec l'hypnose. Sur mon site, La Santé Illimitée, everyoneWeb.fr, /La Santé Illimitée, donc plein d'approches de guérison, de transformation, et dans les régressions, j'ai mis le site de Michael Newton. Bon, ça c'est une très bonne ressource. Après ça, l'autre bonne ressource aussi, c'est Matthew, tous les livres de Matthew. Ça aussi, je ne me souviens plus de l'adresse, il faudra que je la donne. Matthew, c'est un jeune garçon, je ne sais pas quel âge il avait, 16-17 ans, je pense, je ne suis pas certaine, qui est désincarné. Et sa mère l'aimait, puis elle voulait être mise en contact avec lui. Elle savait qu'il était vivant dans l'au-delà, elle avait conscience que les dimensions de l'au-delà existaient. Alors, elle a cherché à être mise en contact, puis ça a pris beaucoup d'années, je pense aux alentours de 10 ans, si je me souviens bien. Puis à un moment donné, Mathieu a réussi à la rejoindre pour qu'elle l'entende au niveau, peut-être parce qu'elle était plus calme, elle était plus sereine, elle était sortie de son étape de deuil, de dépression et de tout ça. Puis quand son énergie a été mieux, le contact télépathique a pu s'établir. Et ils ont commencé à converser ensemble et Mathieu lui disait qu'est-ce qui se passait dans son voyage d'âme, dans l'au-delà. Et sa mère a écrit des livres, donc ils ont écrit ensemble une série de livres. Donc c'est tout Matthew's Book ou quelque chose comme ça, books. Fait que ça c'est très beau aussi. Donc Mathieu raconte des choses qu'il vit dans l'au-delà. Donc ça montre vraiment que notre âme fait un grand voyage. Après ça, ok, puis tantôt, il y en avait 3 autres que j'avais notés, qui étaient toutes reliées au livre de Anne et Daniel Leroy-Givaudan. J'ai fait une petite vidéo sur ça, entre autres. Vous pourrez voir la vidéo « Les livres de Anne et Daniel ». Mais en résumé, les 3 autres qui touchent le sujet d'aujourd'hui, il y en a un qui est « Récit de voyageurs de l'astral ». Ça, c'est un des premiers qu'Anne et Daniel ont écrit. Ils étaient au début de leur vingtaine quand eux, ils ont commencé à apprendre à sortir en corps astral.
et à être mis en contact avec les autres dimensions de la Terre. Entre autres aussi, ces informations-là, ils sont bonnes, mais il faut les prendre à une dose modérée, parce que des fois, ça fait l'effet inverse. Il y a des gens qui ont comme envie d'aller plus dans l'au-delà, une fois qu'ils savent que ça existe et qu'ils ont plus d'informations. Il faut trouver une façon de s'équilibrer entre notre vie ici, tout ce qu'on a à faire dans notre chemin de vie, et tout ce qu'on sait qui va être fait quand on sera dans l'au-delà, ou l'information qu'on commence à prendre pour faire des ponts avec cette dimension-là. Anne Givaudan, entre autres, était quelqu'un qui trouvait ça très difficile, tous ses voyages dans les autres plans, et le fait de vivre ici avec toutes les difficultés du plan physique. Et peut-être que certains ont connu le livre qu'elle a écrit, Walk-In. Et Walk-In, pendant des années, elle ne l'a pas dit, mais à un moment donné, elle l'a révélé, puis il y a une de ses vidéos où elle le dit directement. Un walk-in, c'est un être qui s'incarne sans passer par la naissance, qui ne veut pas passer toutes les étapes de l'enfance et de l'adolescence, puis qui fait un contrat d'âme avec quelqu'un qui est sur le point de désincarner. Puis là, l'autre âme qui est dans l'au-delà va prendre possession du véhicule physique. Ils s'entendent ensemble. Alors, Anne Givaudan, quand elle, selon son plan d'âme et tout ça, je ne connais pas les détails exactement, mais elle sentait qu'elle était plus capable de continuer ici sur le plan physique. Elle a décidé de repartir dans l'au-delà, et il y avait une entente qui était préparée depuis déjà un grand bout de temps avec une autre âme, et l'âme, maintenant, ben, on la connaît comme âme, comme Anne, de la même façon, mais c'est une nouvelle Anne, c'est pas la même. Puis il y a des gens qui ont connu les deux, qui voient le changement de tempérament, la vibration qui est différente. C'est un très beau livre qui explique tout ce phénomène-là. Et la nouvelle Anne, entre autres, est une âme qui vient d'une autre planète, qui a une vaste connaissance, qui est une belle femme spirituelle et qui voulait venir s'incarner sur la Terre à notre époque, justement par rapport à tout ce qui est extraordinaire ici, tout ce qu'on peut faire, comment on peut s'entraider, comment on peut amener des nouvelles tendances dans nos sociétés. Alors cette femme-là voulait vraiment venir et parce que Anne avait une conscience spéciale puis qu'Anne avait accès aux autres dimensions, ils ont pu tout préparer cet échange-là pour le nouveau corps qu'elle devait prendre. Moi, j'ai connu deux autres personnes dans ma vie aussi qui étaient des walk-in. Yves Monin, entre autres, tous les livres que vous pouvez trouver de Emmanuel Yves Monin. Puis une autre personne qui n'écrit pas, dont je ne mentionnerai pas le nom. Bon, fait que c'est pas courant, mais il y a quelques personnes comme ça qui ont des situations de walk-in. Bon, alors ça, c'était en parlant justement de toutes les découvertes de l'astral, récit d'un voyageur de l'astral, ce livre-là qui est très beau. Après ça, ils ont écrit aussi pour accompagner ceux qui nous quittent, ceux parfois aussi qui sont dans un processus dépressif ou suicidaire parce qu'ils sont malades, parce qu'ils souffrent. Ça, c'est des conditions de vie aussi qui sont très difficiles. Si les gens ont la possibilité d'avoir recours aux approches de guérison de Mary Baker Eddy, j'ai fait une vidéo sur la guérison divine, ça peut beaucoup aider. Ceux qui vont dans les approches d'hypnose, entre autres, j'ai découvert récemment toute l'hypnose légère, là, pas la transe profonde, mais qui nous guide dans un voyage intérieur de guérison. L'approche de Dolfino.tv. C'est une équipe qui est en expansion au Québec, qui font plein de belles choses aussi. Je marquerai toutes ces références-là. Ils ont des résultats profonds aussi avec des processus des fois difficiles au niveau de la maladie, des gens qui souffrent beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ok, c'est ça. Anne et Daniel ont écrit un livre pour... moi, j'ai pour accompagner ceux qui nous quittent, mais ça, c'est le sous-titre. Je pense que c'est pas le titre... c'est Chronique d'un départ. Voilà, le titre du livre, c'est Chronique d'un départ. Ils accompagnent une femme qui est malade et souffrante depuis plusieurs mois. Et cette femme-là, quand elle dort la nuit, elle va dans l'au-delà. Elle commence déjà à aller dans l'au-delà. Alors, il la rencontre sur le plan astral, il échange avec elle. Il la surveille quand elle est sur le plan physique. Puis au moment où vraiment elle quitte son corps physique, qu'elle désincarne, qu'elle va dans l'au-delà, qu'elle peut assister à ses funérailles et tout ça, par son corps astral, ils sont là, ils sont avec elle pour certains moments. Alors ça aussi, c'est un très très beau livre qui montre la continuité d'un processus qui est vécu de façon plus harmonieuse, avec plus de conscience. Chronique de départ.
Et l'inverse, les 9 marches, ils ont aussi écrit le livre d'une âme qui est dans l'au-delà, qui est tout en processus pour s'incarner et qui suit toute la vie de ses parents au niveau physique, de sa nouvelle famille. Et c'est les 9 mois, les 9 marches, c'est les 9 mois de grossesse. Et comment l'âme, qui est déjà reliée par son cordon d'argent au fœtus depuis la conception, et qu'elle a la possibilité parfois d'entrer dans le corps, parfois de ressortir, d'être dans l'astral, d'être très proche, d'être plus loin. Alors, c'est tout le processus de la grossesse et ce que l'âme vit dans l'au-delà en préparation jusqu'au moment de la naissance, et là où il y aura comme une amnésie avec la naissance, puis qu'on oublie presque tout ce qui s'était passé dans l'au-delà. Donc ça aussi, pour des gens qui veulent plus d'informations, c'est très riche ce livre-là. Bon, alors c'était des références importantes que je voulais toutes condenser dans cette vidéo-là. J'aimerais dire aussi qu'au Québec, il y a tout le groupe de Suicide Action qui font un travail très très important au téléphone, puis il y a des groupes en personne pour aider les gens aussi. Alors n'hésitez pas à avoir contact, à entrer en contact avec le groupe de Suicide Action. Que vous soyez des personnes en crise actuellement, dépressives ou suicidaires, ou que vous soyez des aidants, des gens de la famille, ces groupes-là ont des ressources aussi pour aider les accompagnateurs. Il y a toutes les lignes d'écoute, il y a beaucoup de lignes d'écoute pour les jeunes et pour les adultes. Alors, ça, j'en mentionne certaines lignes d'écoute aussi, puis des ressources avec mon site everyoneWeb.fr, banque de ressources. Donc, si vous allez dans ma banque de ressources, vous allez trouver toutes sortes de ressources à toutes sortes de niveaux. Donc, pas hésiter aussi, parce que c'est des ressources parfois gratuites quand on n'a pas l'argent pour payer un thérapeute. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que comme les différentes dimensions existent, quand on rentre dans des états plus joyeux, plus créatifs, ou à l'inverse, plus dépressifs et plus sombres, on est accompagné d'êtres des autres plans, toujours qui nous influencent, qui nous inspirent. Et toutes les pensées qui nous viennent ne sont pas que les nôtres, ce sont aussi les pensées d'êtres de d'autres plans qui essaient de nous inspirer et de nous dynamiser. Donc, parfois quand vous avez des belles inspirations lumineuses, soyez reconnaissants, soit pour votre propre être réel, votre propre esprit divin, votre ange gardien ou des guides autour de vous qui vous inspirent. Moi, par exemple, des fois, quand j'écris certains textes, certains de mes livres, puis je suis très, très concentrée, puis plusieurs heures d'affilée, je sais que je suis accompagnée. C'est pas juste dans mon âme humaine que je le fais. Alors, tous les processus créateurs et joyeux, souvent, sont en lien avec des énergies subtiles qui nous accompagnent. On peut avoir de la reconnaissance pour ça. Et quand on est à l'inverse, quand les idées tournent dans le noir, puis qu'il y en a beaucoup, on peut devenir conscient aussi que c'est pas juste nos propres idées, c'est d'autres êtres qui essaient de nous accompagner, puis qui essaient de nous écraser dans la lourdeur de ces idées-là. Donc, aussi, à un moment donné, on peut essayer de se défaire de l'emprise de tout ça, puis de se distraire avec d'autres activités, de faire les cercles de protection. J'ai enseigné ça, des conjurations, les cercles de protection dans d'autres vidéos. Demander l'aide des anges, des archanges, faire les décrets de lumière, changer la vibration pour que les êtres autour de nous, le groupe change. Donc, on est des aimants énergétiques, puis on attire à nous parfois des gens qui ont des vibrations qui correspondent, soit pour nous nuire davantage, ou soit pour nous aider. Alors, c'est bon d'être conscient de ça, puis d'essayer d'épurer des fois notre champ mental avec des nouvelles activités, des nouvelles lectures, des nouvelles façons de faire des cercles de lumière et de protection pour changer vraiment nos vibrations. Un autre détail aussi que j'aimerais dire, c'est que quand on embarque dans un processus puis qu'on commence à faire des plans suicidaires, on est comme en train d'imaginer qu'on va tout laisser puis tout perdre. On n'aura plus de lieu de vie, on n'aura plus notre famille d'ici, on n'aura plus d'argent ici, on n'aura plus rien. Donc, quand on est en train d'imaginer ça puis qu'on est prêt de tout perdre, pourquoi pas à la place se donner un temps où oui, on n'aura plus grand-chose, mais on va se donner un temps de remise en question. Aller faire une retraite quelque part dans à Oka, dans les lieux de retraite spirituelle où les gens, il y a une petite chambre qui coûte presque rien, puis qu'on peut être là, qu'on est accompagné, où on est dans le silence, où il y a des lieux de prière, où il y a des gens qui vont juste nous écouter.
aller dans une maison pour femmes ou une maison pour les hommes. La maison Oxygène dont j'ai entendu parler, entre autres, cette semaine. Je cherchais des e-books sur Archambault, puis je tombe sur un autre e-book que je ne connaissais pas, puis qui était relié à la maison Oxygène. C'est des témoignages de plusieurs hommes qui ont passé dans cette maison-là, qui ont vécu des crises de vie, l'alcool, les drogues, le suicide, les crises familiales, toutes sortes de choses. Et dans cette maison-là, ils accueillent les hommes avec leurs enfants. Donc, il y a une chambre avec 1, 2, 3 ou 4 autres lits, dépendamment si le père a 1, 2, 3 ou 4 enfants. Ce qui veut dire que si l'homme est monoparental, s'il y a une garde partagée une semaine sur 2, ou s'il voit ses enfants à la fin de semaine, s'il est par exemple pour un bloc de 3 mois en thérapie à la maison Oxygène, il y a la possibilité d'accueillir ses enfants. Alors je trouve que c'est de toute beauté. Et j'ai vu un petit témoignage sur le site web d'une petite fille qui disait qu'elle, ça avait été les plus beaux mois de sa vie avec son père à la maison Oxygène, parce qu'elle avait son père